Les visages de la guerre au Proche-Orient, Netanyahou, Sinwar et Nasrallah. Le Proche-Orient s'est embrasé le 7 octobre 2023. L'attaque surprise du Hamas contre Israël, la plus violente depuis des décennies, a déclenché une spirale de violence dont nous n'avons pas fini de mesurer les conséquences, plongeant les pays de la région dans une logique de guerre. Mais tout comme Rome ne s'est pas faite en un seul jour, cette terrible journée du 7 octobre s'inscrit dans une histoire longue et complexe que l'on ne peut pas comprendre à travers des idées simples. Pour mieux saisir les enjeux actuels, il est essentiel d'examiner les parcours des acteurs principaux de ce drame. 3 figures jouent un rôle prépondérant. Benyamin Netanyahou, Premier ministre israélien, Yahya Sinwar, chef du Hamas à Gaza, et Hassan Nasrallah, leader du Hezbollah au Liban, tué lors d'une frappe israélienne le 27 septembre 2024. Chacun d'eux incarne une facette du conflit qui déchire la région. Bien que leur nom soit toujours présent dans l'actualité depuis l'attaque du Hamas, leur influence dans la région remonte à des années et leurs œuvres respectives sont mal connues. Les matins de France Culture, podcast hors série. Proche-Orient, les visages de la guerre. Benyamin Netanyahou, l'homme au cœur de la tempête. Le 7 octobre 2023, l'attaque du Hamas sur Israël a marqué un tournant dans l'histoire contemporaine du pays et Benyamin Netanyahou, en poste depuis plus de 15 ans, a une fois de plus été placé au centre de la tourmente. Cet homme, qui domine la scène politique israélienne depuis des décennies, est au cœur de la sécurité et des stratégies du pays. Ce podcast en 4 épisodes vous propose un portrait de Netanyahou depuis son enfance dans une famille sioniste jusqu'à sa gestion des crises les plus récentes. En retraçant les événements clés de sa carrière, nous tenterons de comprendre ce qui motive cet homme controversé et déterminé. Qui est vraiment Benyamin Netanyahou ? Épisode 1, les racines d'un combattant. Bonjour Charles Anderlin. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain, on vous doit notamment Le Grand Aveuglement, Israël face à l'islam radical aux éditions Albin Michel. Benjamin Netanyahou est né à Tel Aviv en 1949 dans une famille ashkénaze. Oui, mais pas seulement. Surtout, c'est une famille qui est située très à droite sur l'échiquier du sionisme politique. Son père, historien, Ben Sion, était considéré comme, au sein du mouvement révisionniste, le mouvement révisionniste créé par Jabotinsky au début du siècle dernier, était l'opposition au sionisme de Ben-Gurion, au sionisme travailliste, socialiste. Et dans ce mouvement créé par Jabotinsky, appelé donc en Israël, dans le mouvement sioniste révisionniste, Ben Sion était du côté même de la droite, de l'opposition. Si Jabotinsky était en faveur d'un État d'Israël allant au-delà du Jourdain, comprenant ce qui est aujourd'hui la Jordanie jusqu'à la Méditerranée, il était en faveur d'un État d'Israël dirigé par un président juif, mais un vice-président arabe. Alors que Ben Sion était dans ce mouvement encore plus à droite. Lui était aux côtés d'extrémistes, on peut le dire, opposé à toute forme d'accord avec les Arabes. Ça a été constamment et pratiquement jusqu'à son décès en 2012. Ben Sion Netanyahou est décédé à l'âge de 102 ans et je peux vous dire qu'il avait toute sa tête. Et d'ailleurs en 2009, lorsque son fils Benyamin Netanyahou est retourné au pouvoir, il lui a donné sa feuille de route, pas d'accord avec les Arabes. Donc, un homme qui naît dans ce milieu-là, un milieu très à droite, dites-vous. Quelle éducation lui est-il donnée ? Écoutez, c'est école élémentaire à Jérusalem. Ensuite, on le verra dans un des grands lycées de Jérusalem. C'est un peu la nomenclatura juive, sioniste, ashkénaze de l'époque. Mais son père, Ben Sion, historien, fait des voyages réguliers aux États-Unis, il emmène la famille, il enseigne dans un college américain, et ce qui permet de donner à Benjamin Netanyahou une éducation en fait américaine. C'est là qu'il apprend l'anglais américain, avec un accent parfait, et
il revient, il a fait donc du lycée, où il a retrouvé des amis. Il reviendra également pour faire l'armée, autant que je me souvienne, c'était en 1967. Il rentre des États-Unis pour servir dans le fameux commando d'état-major, qui est l'unité d'élite de Tsahal, de l'armée israélienne. Son frère aîné, Yonatan Netanyahou, y est déjà officier. Il est un des responsables de ce commando prestigieux. Netanyahou deviendra capitaine. Il a participé à quelques opérations dont certaines sont absolument secrètes. On sait seulement que lors d'un raid en Égypte, avant bien entendu la paix avec les Égyptiens, il a failli se noyer dans le canal de Suez et seul un de ses camarades de combat a réussi à la dernière minute à le sortir de l'eau. C'est quelque chose qu'il a toujours gardé en tête. Maintenant, lors du détournement d'un avion belge de la Sabena sur Tel Aviv, le commando d'état-major dirigé par un certain Ehud Barak, qui deviendra plus tard Premier ministre, a réussi à neutraliser les pirates de l'air. Benjamin Netanyahou était dans le commando, il a été légèrement blessé et on a cette image de lui qui restera lors de cette opération. Une date importante dans la jeunesse de Netanyahou, c'est la mort de son frère Yonatan dans le raid d'Entebbe. Et là, je pense qu'il est important de nous rappeler ce que fut le raid d'Entebbe en 1976, Charles Anderlin. Des pirates de l'air, allemands et palestiniens, ont détourné sur l'aéroport d'Entebbe en Ouganda un avion d'Air France. La grande question se posait, Israël allait-il accepter de libérer des détenus palestiniens en échange de tous ces otages israéliens détenus là-bas. Et à des milliers de kilomètres, finalement, le commando d'état-major et d'autres unités en sont parvenus jusqu'à Entebbe à libérer les otages. Dans l'opération, le frère aîné de Benjamin Netanyahou, Yonatan, a été tué. Et c'est quelque chose qui a évidemment profondément marqué la famille. En fait, Benzion Netanyahou promettait Yonatan aux plus hautes destinées, espérait qu'il deviendrait un jour le premier ministre de l'État d'Israël et conduirait ce pays, l'État juif, dans la direction où lui, Benzion, voulait aller, qui n'était certainement pas celle de Ben Gurion, ni même celle de Menachem Begin, puisque Benzion Netanyahou s'est même opposé au traité de paix avec l'Égypte. Il était profondément contre toute forme d'accord avec les Arabes. Netanyahou, fils, retourne en Israël dans les années 1980 et là aussi sa carrière va être assez rapide. Oui, maintenant, avant, aux États-Unis, il se préparait à une carrière d'homme d'affaires, businessman. Il avait même changé son nom de Netanyahou en Nitai. Pourquoi Nitai ? C'était un des noms de plume de son père dans les années 20 et 30, dans toutes ces revues révisionnistes très à droite. Donc il a pris le nom de Nitai. On sait qu'il a été enregistré par la sécurité sociale américaine. Des collègues ont essayé d'en savoir plus. Est-ce qu'il avait demandé à changer de nom, à transformer son nom de Netanyahou en Nitai ? Les dossiers sont impossibles, personne n'a réussi à aller au-delà. Maintenant, effectivement, il est rentré assez rapidement, mais auparavant, Moshe Arens, ministre des Affaires étrangères du Premier ministre Yitzhak Shamir, l'a recruté pour l'ambassade des États-Unis à Washington, où il était le numéro 2. Moshe Arens avait besoin de quelqu'un comme Benjamin Netanyahou, capable de présenter bien sur les chaînes américaines. Et effectivement, c'est un excellent orateur. Il réussit à monter rapidement dans l'appareil d'État israélien, puisqu'il va rapidement devenir ambassadeur à l'ONU, Charles Anderlin. Ambassadeur à l'ONU, ça je m'en souviens, c'est la première fois lors d'un passage à Jérusalem que nous sommes allés le voir. Ensuite, il est devenu, en 91, ministre adjoint des Affaires étrangères, toujours chez Shamir. Et en 91, en octobre, il y a la conférence de Madrid,
Israël face aux Syriens, aux Jordaniens, aux Palestiniens. Yitzhak Shamir y va, poussé par l'administration Bush, par le secrétaire d'État James Baker. Et à Madrid, je découvre comme grand communicant de la délégation israélienne, eh bien, le dénommé Benjamin Netanyahou, qui effectivement a même parlé à des délégations arabes. C'est le début de sa carrière. En 92, Yitzhak Shamir perd les élections et Yitzhak Shamir démissionne du Likoud et Benjamin Netanyahou se fait élire à la tête du Likoud. Le Likoud est le grand parti national libéral dirigé par Menachem Begin jusqu'à son départ du pouvoir en 1983-1984, avec la grande crise qui a suivi la première guerre au Liban. Yitzhak Shamir, issu également des milices clandestines qui ont lutté contre les Britanniques durant le mandat jusqu'en 1948. Yitzhak Shamir a pris la tête du Likoud. Après l'échec électoral de Shamir, c'est Benjamin Netanyahou qui a pris la tête du Likoud. Et là, il commence à faire un peu le ménage au sein du parti. Il a sa vision très précise de ce qu'est la démocratie, alors que le Likoud est un parti de gouvernement qui respecte les jugements de la Cour suprême. Netanyahou commence déjà apparemment à se poser des questions sur ce régime juridique. 1991, chef du Likoud, au sein même du parti, des rumeurs courent, Benjamin Netanyahou a beaucoup d'aventures féminines. Une histoire circule, il aurait été filmé en galante compagnie dans une voiture. Cela pose tout de suite problème. Il se précipite pour donner une conférence de presse en affirmant qu'une cassette circule contre lui et que c'est faux. Eh bien, on n'a jamais retrouvé la cassette, ça n'a jamais eu lieu. En tout cas, d'après ce que l'on sait à ce moment-là, eh bien, il devra conclure un contrat en bonne et due forme avec son épouse Sarah Netanyahou. Et autant que l'on sache, depuis, ce sera un mari très fidèle. Quel genre d'homme était-il à l'époque, Charles Anderlin ? Quelqu'un qui parle à tout le monde, très éloquent. Les Israéliens trouvaient que c'est bien d'avoir cet Israélo-américain qui présente bien, qui parle bien sur les chaînes américaines, et puis quand même qui est à droite. Maintenant, ça a été aussi, il faut le rappeler, la période où Yitzhak Rabin a lancé en 92 le début d'un processus qui va mener à Oslo. Et là, on retrouve Benjamin Netanyahou dans l'opposition totale au gouvernement et à Yitzhak Rabin. En 1993, il publie un gros livre en anglais, qui s'appelle « Une place parmi les nations », A Place Among the Nations, qu'il a écrit sous la houlette d'un certain Yoram Chazoni, qui est un Américain qui a émigré dans une colonie, qui travaille au Jerusalem Post. C'est un livre absolument fascinant parce qu'on y trouve l'idéologie de Netanyahou. Le mouvement palestinien n'existe pas, c'est une création destinée à détruire l'État d'Israël. Le monde arabe veut détruire l'État d'Israël. Il y a des visions également assez curieuses de l'histoire. Par exemple, la gauche israélienne, en fait, est infectée par un virus qui vient du début du siècle de Russie, qui les pousse à accepter cette chose épouvantable qui est l'autodétermination pour les Palestiniens. Ce virus, ça s'appelle le marxisme. Il y a une détestation de la gauche israélienne, du socialisme dans ce livre. Et les propositions qu'il fait pour les Palestiniens, qu'il appelle les Arabes de Cisjordanie, c'est leur donner des poches d'autonomie, notamment sur certaines collines, mais absolument pas
de leur accorder la citoyenneté. Donc ça, c'est le livre qui est publié en 93, juste avant les accords d'Oslo signés par Yitzhak Rabin et Yasser Arafat.